Bonjour, les couleurs d'automne sont à leur apogée et la saison de plantation bat son plein. Que faut-il de plus pour rendre un jardinier heureux? Alors bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de ce numéro 59 de Rustica Mag, nous allons découvrir l'un des rares arbustes à fleurir en hiver, la bruyère. Et pour cela, nous nous sommes rendus dans le Loiret à l'arboretum des Grandes Bruyères. Nous découvrirons ensuite une nouveauté fruitière, un kiwi dont la peau est parfaitement lisse et douce, prénommé kiwai. La séquence découverte nous emmènera dans la Creuse pour visiter l'arboretum de la Cédelle créé par Philippe et Nel Venty. Et enfin, c'est notre expert, Hubert Fontaine, et la séquence jardinage que nous retrouverons pour découvrir comment planter un pommier en espalier. On ne le dira jamais assez, l'automne est la période idéale pour planter les arbustes d'ornement et plus particulièrement ceux qui fleurissent au printemps. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont pouvoir s'enraciner pendant l'automne, ce qui leur permettra au printemps suivant de se consacrer pleinement à leur floraison. Pour choisir et bien planter dans votre jardin des arbustes à floraison printanière, jetez donc un œil dans le dossier du Rustica de cette semaine. Vous y trouverez des nouveautés mais aussi des valeurs sûres pour accompagner le retour des beaux jours et célébrer le printemps. Parmi elles, il y a la fameuse bruyère d'hiver. Cet arbuste tapissant se couvre de fleurs blanches, roses ou pourpres dès la sortie de l'hiver. Portrait de la bruyère, un arbuste plutôt discret mais bénéficiant de nombreux atouts. La bruyère sort du bois. Cet arbuste, qui occupe traditionnellement nos sous-bois et nos clairières, peut aussi trouver une place de choix dans nos jardins. Cette plante à la silhouette très variée, allant de formes tapissantes aux formes buissonnantes, peut aussi avoir un feuillage persistant, mais également une floraison intéressante. Certaines variétés fleurissent en été, d'autres en hiver, et toutes déclinent des coloris allant du blanc au pourpre en passant par le rose. Bref, un arbuste sympathique aux multiples atouts. Les bruyères en général apprécient les sols neutres à acides, plutôt drainés et bien sablonneux. Elles aiment également les situations mi-ombragées. Parmi les nombreuses variétés, il existe une variété qui porte très bien son nom, la bruyère d'hiver, parce que justement, elle fleurit en hiver. Effectivement, elle fleurit du mois de janvier au mois d'avril et les fleurs roses sont mellifères, c'est-à-dire très appréciées des abeilles à un moment où peu de fleurs s'épanouissent au jardin. Au jardin, justement, la silhouette échevelée de la bruyère d'hiver permet de créer des compositions aux allures sauvages et naturelles. Façonnable à souhait, la bruyère d'hiver se taille très bien. Elle va ainsi se débarrasser de son allure brouillonne pour adopter des formes tapissantes. Une forme particulièrement décorative pour créer des décors attrayants, surtout si l'on utilise plusieurs variétés, notamment des variétés blanches, roses ou mauves, bref, un décor haut en couleurs. La taille c'est bien, mais point trop n'en faut. Alors de temps en temps, laissez votre bruyère d'hiver partir à l'assaut d'autres arbustes, comme ici, cette bruyère de Provence qui culmine à 2 mètres de haut. Les bruyères d'hiver peuvent très bien se domestiquer en les associant notamment aux arbustes d'ornement, aux plantes vivaces et pourquoi pas aux conifères, comme ici ce Cryptomeria du Japon qui lui aussi possède un feuillage persistant. Une atmosphère très raffinée, très décorative, typiquement anglaise, qui conviendra parfaitement bien à la proximité d'une façade, d'une maison et pourquoi pas dans un petit jardin ombragé. De l'ombre, il en faut, car les bruyères en général apprécient les expositions mi-ombragées, mais également les sols neutres à acides, bien sablonneux et drainants. Vous l'avez vu, de son milieu forestier au jardin typiquement anglais, la bruyère d'hiver s'accommode de toutes les situations. Et comme ici, regardez, elle apprécie même la discipline du jardin à la française avec ses bordures de buis. On connaît tous les kiwis, mais connaissez-vous les kiwai? Ce fruit a récemment fait son apparition sur l'étal des épiceries. Il arrive à maturité en été, ce qui lui vaut également le nom de kiwi d'été. Alors tout comme son cousin, le kiwi traditionnel, il est savoureux, riche en vitamine C, mais il s'en distingue par une peau parfaitement lisse. En effet, l'absence de poils permet de le consommer sans avoir à l'éplucher. Description de cette liane fruitière et passage en revue de quelques variétés parmi les plus courantes en compagnie de Frédéric Lantin.
Ces petits fruits font partie des actinidia, comme les kiwis. On les appelle aussi kiwis de Sibérie. Frédéric Lantin, pépiniériste spécialisé près d'Angers, en propose différentes variétés. Leur récolte s'étale sur plusieurs semaines, en automne. Les kiwis se caractérisent par un fruit à peau lisse qui se mange avec la peau. C'est une plante qui est riche en vitamines et qui a aussi un goût très intéressant. On retrouve un petit peu l'arôme du kiwi, donc c'est un fruit qui est un petit peu acidulé. La chair, en fonction des variétés, donc les variétés à fruits rouges ont une chair rouge. Ces variétés sont un petit peu plus acidulées mais ont aussi un petit côté fruit rouge qui est très agréable. Les variétés à fruits verts, elles, sont très douces. Très sucrés. Ce sont vraiment des fruits très agréables à consommer frais, en salade de fruits ou en compote. Pour les variétés à fruits rouges, dès que le fruit commence à rosir, on peut considérer qu'il est cueillable et il continue à évoluer après cueillette. Pour les variétés à fruits verts, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut en fait tâter le fruit et dès qu'on sent un ramollissement du fruit, en fait, on peut le ramasser et il est consommable tout de suite. Le kiwi va se consommer dans un délai d'une semaine après récolte et on ne peut pas le garder tout l'hiver comme on fait avec le kiwi. Nous sommes devant une variété à fruits rouges précoces, le rouge allongé, très fruité, qui est la plus précoce des kiwis et qui a commencé à donner cette année tout début septembre et qui va jusqu'à mi-octobre nous permettre de faire des récoltes. C'est un kiwi à fruits rouges ronds, de maturité plus étalée que le rouge long et un petit peu plus astringent au niveau du fruit, au niveau du goût du fruit. Là, nous sommes devant l'actinidia à fruits verts ronds qui va donner ses fruits de début octobre jusqu'au gelé et qui donne énormément de fruits et un fruit qui est vraiment très parfumé, très sucré. Il y a une variété qui s'appelle Issai qui est autofertile. L'inconvénient qu'on retrouve également dans l'espèce kiwi, c'est que les variétés autofertiles font des fruits qui sont très petits mais très prolifiques. Il existe des kiwis verts plus gros. Cette variété, nommée à fruits verts longs, arrive à maturité entre octobre et novembre. Direction la Creuse, où nous allons découvrir l'arboretum de la Cédelle, un vallon paysager par Nel et Philippe Venty. Planté d'essences rares, il révèle ses attraits en automne lorsque flamboient et s'embrasent les feuillages. Quant à nous, nous nous y sommes rendus un tout petit peu plus tôt à la fin de l'été pour dresser, bien entendu, le portrait de ce jardin, mais aussi pour cerner la passion de ce couple épris de botanique et de nature. C'est une passion. Moi, j'ai toujours eu envie de planter des arbres et de cultiver des arbres. La première collection était les érables. D'entendre parler d'érables qui viennent de l'Himalaya ou de la Chine, bon, ça fait rêver. Et on a envie de les cultiver, de voir un peu comment ils vont pousser. Ça produit des arbres très beaux. C'est beau au printemps, c'est beau tout le temps. Et ça a été vraiment la première motivation. C'est pour ça, c'est une motivation d'esthète en fait. Donc il faut avoir un peu l'œil, il faut avoir un peu bourlinguer, mais il faut faire confiance à la nature, elle fera le travail. On est juste là pour l'aider. Après on laisse faire et puis elle fait des miracles. Là aujourd'hui on trouve une combination des deux. Moi c'est plutôt le côté sauvage de la nature et Philippe le côté paysage. Et c'est le terrain qu'il a eu, quoi. Il a tombé amoureux du coin, de la Creuse. Moi, j'étais plus pour mettre les milieux naturels en état, qu'on pouvait se balader et trouver ces milieux accessibles aux gens, quoi. Souvent, les gens ont un peu peur d'aller dans la nature, donc il suffit d'aménager un chemin. Et les gens sont contents de découvrir qu'en fait, on n'a pas jardiné dessus. On a la mare, où on est ici, qui était créée par nous, mais qui est quand même un milieu naturel qui disparaît pas mal en Creuse et qu'on a recréé parce que c'était juste une sorte de marécage et on ne pouvait rien faire avec. Donc on a creusé, l'eau, elle vient des sources naturelles et des plantes sauvages sont installées doucement, les plantes qui aiment l'eau, et nous on a ajouté d'autres. Et donc, comme les gens ils ont cette compréhension que la nature fait partie du jardin, ici ils acceptent comme elle est, quoi. Donc 30 ans, c'est pas grand-chose en fait dans l'histoire d'un jardin. Et je suis dans la phase où j'essaie d'anticiper le futur. Et le cheminement de l'arboretum est très particulier puisque quand vous démarrez, on n'a pas l'impression de rentrer dans un arboretum. Et puis après, bon, on se rend compte que ça devient de plus en plus riche, un peu plus travaillé.
Et puis comme ça descend, les gens sont piégés. On va vers un mystère, donc on y va. Et puis ensuite, le retour à la nature. Et ça, c'est quand même assez unique, en fait, de tomber sur cette falaise, la rivière, et puis cette lande. Et là, les gens déconnectent complètement. Ça, et c'est ce qu'ils nous disent. Les gens sont très dépaysés, très déstressés, très apaisants. Et c'est une bonne thérapie ici. L'automne est la meilleure période pour planter les végétaux. Nous allons donc voir comment installer un arbre fruitier dans un jardin. Mais pas n'importe quel arbre, ou plutôt pas n'importe quelle forme d'arbre. Il s'agit en effet d'un pommier conduit et taillé en espalier. Cette forme fruitière convient bien au petit jardin car très étroite, elle s'apparente à une haie et occupe peu de place. Mais il y a d'autres avantages qu'Hubert Fontaine va nous énumérer avant de nous expliquer comment planter un pommier en espalier. L'intérêt de planter un pommier espalier formé en double U, c'est qu'il va vous permettre de séparer, pourquoi pas, votre jardin d'agrément avec le potager. Il peut aussi être palissé le long d'un mur. L'autre intérêt, c'est qu'il va vous permettre d'avoir de nombreuses variétés de pommes ou de poires sur un tout petit espace. Ici, il s'agit d'un pommier qui a été cultivé en pot. On peut aussi les trouver à racines nues à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Comptez environ plusieurs centaines d'euros au moment de l'acquisition. Un prix tout à fait normal car il y a un grand travail du pépiniériste pour former cet arbre. On va maintenant passer à la plantation de notre pommier. Comptez un trou de 50 cm de largeur sur autant de profondeur. On va arroser notre pot bien copieusement pour que la motte soit bien humide avant la plantation. Surtout, ne vous aventurez pas à vouloir dépoter votre arbre fruitier. Mieux vaut utiliser une scie égoïne pour sacrifier le pot et retirer les agrafes qui tiennent le tuteur. Maintenant, on va mettre notre arbre au fond du trou. On l'appuie légèrement. Il est très important au moment où vous allez planter votre arbre fruitier de surveiller le point de greffe qui est situé à la base. En fait, il s'agit d'un bourrelet. Ce bourrelet doit bien rester à l'extérieur de la terre. En fait, il va rester au même niveau qu'il était au préalable dans le pot. Lorsque vous allez remettre votre terre fine au fond du trou, autour de la motte, vérifiez bien que les racines soient légèrement sorties. Pour ça, vous utilisez votre bêche, vous écartez les jeunes radicelles de façon à ce qu'elles sortent beaucoup. Un petit mélange de terreau qu'on mélange à notre terre existante, bien affiner la terre, on peut tasser au fur et à mesure et on poursuit notre plantation jusqu'au niveau du sol. Notre plantation est maintenant pratiquement terminée. Remarquez que j'ai fait une cuvette pour bien conserver l'eau. Alors tassez bien entendu au niveau du collet de votre arbre fruitier, de votre pommier, et on termine par un bon arrosage. Comptez un minimum de 10 litres d'eau au moment de la plantation. Sachez aussi qu'il faudra renouveler cet arrosage d'ici 15 jours, surtout s'il fait sec. Vous souhaitez approfondir le sujet et connaître les conseils et les secrets pour choisir et planter un pommier? Je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est le magazine Rustica, dont le numéro de la semaine prochaine propose un dossier complet sur le choix et la plantation des pommiers. Vous y trouverez plus de 25 variétés différentes, sélectionnées pour leur saveur, leur rendement, leur résistance aux maladies, mais aussi leur appartenance à un terroir spécifique. À cela s'ajoutent de précieux conseils pour bien les installer dans votre jardin. Mais en attendant, faites donc un tour dans les jardineries ou chez les pépiniéristes pour choisir vos arbres fruitiers, mais aussi vos arbustes d'ornement et bénéficier de précieux conseils de pros. Et n'oubliez pas, bien entendu, de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.